Une affaire a éclaté ces dernières heures, et elle pourrait avoir un impact direct sur l'expérience de la Coupe du Monde pour des millions de supporters qui la suivent depuis le Mexique. Elle implique l'un des joueurs les plus aimés de tout ce tournoi, une grave procédure judiciaire qui vient d'être officiellement confirmée en Europe, et une règle migratoire mexicaine dont presque personne ne parlait jusqu'ici. Si les événements prennent une certaine tournure dans les prochaines semaines, l'une des plus grandes stars de cette Coupe du Monde pourrait se voir légalement interdire de mettre les pieds au Mexique, au moment précis où sa présence compterait le plus pour son équipe et pour les supporters qui attendent depuis longtemps de le voir jouer sur ce sol. Ce joueur, c'est Achraf Hakimi. Et avant d'y voir une simple rumeur de tabloïd, il faut être précis sur ce qui s'est réellement passé, car les faits sont déjà assez importants sans qu'il soit nécessaire de les exagérer. Le matin du 19 juin, quelques heures seulement avant le deuxième match de groupe du Maroc contre l'Écosse au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, la Cour d'appel de Versailles, en France, a rendu une décision formelle. La Cour a confirmé une décision précédente d'un juge d'instruction et a rejeté le recours de Hakimi. Conséquence, le latéral droit du Paris Saint-Germain sera jugé pour une accusation de viol. L'affaire remonte à mars 2023, lorsqu'une femme de 24 ans a affirmé que les faits s'étaient produits au domicile de Hakimi, dans une commune de la banlieue parisienne. Hakimi avait alors nié l'accusation et continue de nier tout acte répréhensible. Son équipe juridique avait contesté le renvoi devant une juridiction criminelle, mais la Cour d'appel a rejeté cette contestation, estimant qu'il existait suffisamment d'éléments pour que l'affaire soit jugée. Aucune date de procès n'a encore été fixée. Quelques heures après cette décision, Hakimi est entré sur la pelouse du Gillette Stadium comme capitaine du Maroc et a aidé son équipe à battre l'Écosse 1-0. Son coéquipier Ismaël Saibari a inscrit l'unique but à la deuxième minute du match et Hakimi a disputé l'intégralité des 90 minutes. Le nouveau sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouabi, qui a remplacé Walid Regragui après le cycle de qualification, a déclaré aux journalistes que l'équipe soutenait pleinement son capitaine et que Hakimi était, selon ses mots, très détendu. Les Lions de l'Atlas occupent désormais la tête du groupe C, après avoir fait match nul 1-partout contre le Brésil lors de leur entrée en lice au MetLife Stadium dans le New Jersey, le 13 juin, avec des buts de Vinicius Junior et de Saibari, puis avoir pris 3 points nets contre l'Écosse. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le cadre du tribunal. Le Mexique est l'un des 3 pays hôtes de la Coupe du Monde 2026, aux côtés des États-Unis et du Canada. Et le Mexique, comme tout État souverain, possède ses propres lois en matière d'immigration. Selon les directives officielles publiées par le consulat du Mexique, toute personne peut se voir refuser l'entrée sur le territoire mexicain si elle fait l'objet d'une procédure pénale en cours ou si elle a été condamnée pour un crime grave. Ce n'est pas une règle nouvelle. Ce n'est pas une disposition inventée pour la Coupe du Monde. C'est une politique migratoire mexicaine standard. Mais la confirmation formelle que Hakimi sera jugé, non pas simplement une enquête ouverte, mais une véritable procédure pénale, le fait entrer directement dans les termes de cette disposition. En théorie, les autorités mexicaines pourraient s'en servir comme fondement juridique pour lui refuser l'entrée. Il faut toutefois être prudent sur ce que cela signifie réellement, car une distinction juridique essentielle se perd souvent dans le bruit médiatique. Un renvoi devant une juridiction de jugement n'est pas une condamnation. Ce n'est même pas un verdict. Ce que la Cour de Versailles a décidé, c'est que les éléments recueillis pendant l'enquête étaient suffisamment solides pour justifier un procès formel. C'est une étape de procédure, un seuil indiquant que le dossier a assez de poids pour être entendu par un tribunal. Cela ne dit rien de la culpabilité ou de l'innocence. Hakimi demeure, en droit français, en droit espagnol et au regard des principes juridiques internationaux, présumé innocent tant qu'un tribunal n'en a pas décidé autrement. Cette présomption n'est pas une simple technicité, c'est l'un des fondements du procès équitable. Ce qui rend cette histoire complexe, ce n'est pas la question juridique, c'est la question logistique. Les 3 matchs de groupe du Maroc se jouent tous sur le territoire des États-Unis. Le premier contre le Brésil avait lieu dans le New Jersey. Le match contre l'Écosse s'est disputé dans le Massachusetts. Le troisième et dernier match de groupe contre Haïti est prévu le 24 juin, lui aussi aux États-Unis. Tant que le Maroc reste en phase de groupe, il n'y a donc aucun problème immédiat avec la loi migratoire mexicaine. Hakimi peut disputer les 3 rencontres sans conflit juridique. Le problème commencerait en phase à élimination directe, et seulement dans certaines conditions. Si le Maroc termine deuxième du groupe C, la structure actuelle du tableau de la FIFA l'enverrait disputer son 8e de finale à Monterrey, au Mexique.
Si le Maroc se qualifie parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupe, il existe une possibilité qu'il joue à Mexico, soit au stade Azteca, soit à l'Estadio BBVA, et potentiellement aussi là-bas en quart de finale si son parcours se poursuit. Autrement dit, le scénario qui mettrait en danger la participation de Hakimi n'est pas celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui de la semaine prochaine. C'est le scénario dans lequel le Maroc continue de gagner, atteint la phase à élimination directe et se voit attribuer un match sur le territoire mexicain. Et dans un tournoi où le Maroc a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec n'importe qui, il a tenu le Brésil en échec et a écarté l'Écosse sans encaisser de but, ce scénario n'a rien d'improbable. Cette Coupe du Monde est déjà devenue un cas d'école de ce qui se produit lorsqu'on organise un événement sportif mondial dans 3 pays dotés de 3 systèmes juridiques totalement distincts. L'arbitre somalien Omar Artan s'est vu refuser un visa par les autorités américaines de l'immigration avant le début du tournoi, ce qui a de fait mis fin à sa Coupe du Monde avant même qu'elle ne commence. Toute la délégation iranienne a été contrainte de déplacer au Mexique ses hébergements entre les matchs après que Washington a confirmé que les joueurs et le personnel iranien devraient quitter les États-Unis le jour même de leur rencontre. Ils pouvaient entrer le matin, jouer, puis repartir le soir. Le sélectionneur iranien Amir Galenoei a publiquement qualifié son équipe de plus opprimée du tournoi et le président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, faisait partie des membres du staff auquel un visa américain a été purement et simplement refusé. Un joueur ghanéen a été empêché d'entrer au Canada en raison d'une affaire judiciaire en cours en Angleterre. Un joueur de Côte d'Ivoire, un pays figurant sur la liste américaine des interdictions partielles de voyage, a lui aussi rencontré des complications temporaires à l'entrée. Chacun des pays hôtes, à un moment ou à un autre des 2 premières semaines de ce tournoi, a vu ses propres règles migratoires croiser l'événement sportif d'une manière que personne n'avait pleinement anticipée lorsque la FIFA a attribué les droits d'organisation. Les États-Unis, dont la situation est celle la plus complexe et la plus chargée politiquement, en raison des larges restrictions de voyage imposées par l'administration Trump à 39 pays, dont 19 font l'objet d'une suspension complète des visas, en ont été l'exemple le plus visible. Mais le Canada et le Mexique ont eux aussi ajouté leur propre chapitre à cette histoire. Ce qui rend le cas Hakimi différent, c'est son ampleur. Hakimi n'est pas un joueur de complément. Il est le capitaine du Maroc. Il est l'un des footballeurs les plus suivis de la planète. Il est né à Madrid, a grandi dans le centre de formation du Real Madrid et parle espagnol comme une langue maternelle. Plus tôt dans le tournoi, il est devenu le symbole inattendu d'une autre controverse lorsque les protocoles de conférence de presse de la FIFA l'ont empêché de répondre à des questions en espagnol. Ce moment lui a valu une forte sympathie de la part des supporters mexicains et latino-américains sur les réseaux sociaux, qui l'ont vu tenter de faire une place à un journaliste hispanophone avant d'être interrompu par les règles du tournoi. L'ironie est considérable. Le même joueur qui a gagné l'affection du public mexicain par ce geste est aujourd'hui celui dont la capacité à poser le pied au Mexique dépend d'une subtilité juridique. L'effectif du Maroc a été construit avec soin au cours des 2 derniers cycles de Coupe du Monde. Le sélectionneur Wahbi a hérité d'une équipe à l'identité claire, discipline défensive, transition rapide et organisation depuis l'arrière. Hakimi est le moteur de ce côté droit. Son mélange de vitesse, de qualité technique et d'apport offensif depuis le poste de latéral est difficile à remplacer. À ses côtés, le gardien Yassine Bounou s'est montré fiable dans les buts et le jeune milieu Ayoub Bouhaddi, qui a 18 ans, portait encore récemment le brassard de l'équipe de France Espoir avant de choisir le Maroc au niveau international, est l'une des histoires les plus enthousiasmantes de ce tournoi. Perdre Hakimi en 8e ou en quart de finale au Mexique ne serait pas une simple note de bas de page juridique. Ce serait un coup sportif majeur pour une équipe qui nourrit de vraies ambitions d'aller loin. Walid Regragui a fait de ce groupe marocain la première équipe africaine de l'histoire à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, au Qatar en 2022. Cet exploit a profondément changé la manière dont l'Afrique et le monde arabe envisagent ce qui est possible pour leur sélection à ce niveau. Wahbi a pris la suite avec l'attente de prolonger et de développer cette trajectoire. Le Maroc s'est qualifié pour 2026 comme la première nation africaine à y parvenir, avec un parcours parfait dans sa campagne de qualification. Il n'aborde pas ce tournoi comme une curiosité, ni comme une belle histoire de petits poussettes. Il l'aborde comme un véritable prétendant. Mais l'horloge judiciaire avance sur une voie distincte. Aucune date de procès n'a été annoncée par les juridictions françaises.
Compte tenu du rythme du système judiciaire français, il est tout à fait possible, de nombreux observateurs du droit l'ont relevé, que le procès lui-même ne commence que bien après la fin de cette Coupe du Monde. Cela signifie qu'à l'heure où ces lignes sont écrites, le statut est le suivant. Hakimi fait l'objet d'une procédure pénale en cours, mais il n'existe ni verdict ni condamnation. Savoir si les autorités migratoires mexicaines choisiraient d'appliquer la restriction d'entrée sur la seule base de ce statut, surtout à un joueur engagé dans l'événement sportif le plus regardé au monde, relèverait au bout du compte d'une décision politique et administrative, pas seulement juridique. Le gouvernement mexicain a, diplomatiquement parlant, avancé avec prudence dans les équilibres politiques de cette Coupe du Monde. Le pays co-organise un tournoi dont le partenaire dominant, les États-Unis, a imposé des restrictions de voyage et de visa qui ont touché des joueurs de la propre région du Mexique, notamment Haïti, qui se trouve dans le groupe du Maroc et a lui aussi connu des complications d'entrée. Le Mexique s'est généralement positionné comme le plus accueillant des 3 pays hôtes et appliquer strictement la règle migratoire à un joueur populaire d'une équipe soutenue par une forte base de supporters africains et arabes pendant une Coupe du Monde serait un geste politiquement sensible que les responsables à Mexico examineraient probablement avec beaucoup de prudence avant de le décider. Reste que la règle existe. Elle est écrite et elle s'applique. Le tableau général est un sujet que la FIFA a, pour l'essentiel, tenté de ne pas affronter directement. Lorsque le visa d'Omar Artan a été refusé, la FIFA a déclaré publiquement que l'organisation n'intervenait pas dans les décisions migratoires des pays hôtes. Lorsque la situation iranienne s'est aggravée, la FIFA a reconnu le problème, mais a réaffirmé la même position. Les gouvernements hôtes décident qui entre sur leur territoire et le rôle de la FIFA ne va pas jusqu'à contourner la souveraineté nationale en matière d'immigration. C'est une position juridiquement cohérente, mais institutionnellement inconfortable lorsque vos joueurs vedettes se retrouvent signalés aux frontières. C'est la contradiction structurelle au cœur d'une Coupe du Monde organisée dans 3 pays. Lorsque la FIFA a attribué l'édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'attrait principal était l'accès, 3 des plus grands marchés de football et des plus puissants commercialement de l'hémisphère occidental réunis. Mais cet attrait s'accompagnait de 3 environnements juridiques différents, de 3 ensembles de règles différents et d'aucun cadre harmonisé unique pour résoudre les conflits lorsque ces règles se heurtent entre elles ou touchent les joueurs censés constituer le produit même du tournoi. Le prochain match du Maroc aura lieu contre Haïti le 24 juin. Selon les résultats de cette journée dans le groupe, l'endroit où il pourrait jouer son 8e de finale commencera peut-être à se dessiner. Pour l'instant, l'équipe se concentre sur le football. Hakimi joue, Wabi dirige, et les supporters marocains qui ont fait le déplacement dans le Massachusetts et rempli les tribunes de drapeaux rouges et verts rêvent du même rêve depuis le Qatar, voir cette équipe écrire de nouveau l'histoire. Mais quelque part en arrière-plan, dans un palais de justice français dont le calendrier n'est pas encore fixé, et dans les bureaux de la politique migratoire d'un gouvernement mexicain qui observe tout cela de très près, une question prend forme, une question que personne engagé dans la Coupe du Monde 2026 n'avait prévue au moment de lancer le tournoi. Achraf Hakimi peut-il jouer au Mexique ? Personne n'a encore répondu à cette question. Et plus le Maroc continue de gagner, plus la réponse devient urgente. Ce qu'il faut particulièrement noter, c'est que cette situation reflète quelque chose de plus vaste que les ennuis judiciaires d'un seul joueur. Cette Coupe du Monde se déroule à un moment où la politique de la circulation, qui peut franchir les frontières, qui est arrêtée, et au nom de quelle autorité, est plus contestée et plus visible qu'à n'importe quel moment de l'histoire récente du sport. Les restrictions de voyage de l'administration Trump, qui concernent des dizaines de pays, dont plusieurs participants à la Coupe du Monde, ont obligé la FIFA à regarder en face les limites de ses propres garanties envers les nations qualifiées. L'organisation avait assuré à chaque équipe qualifiée que ses joueurs pourraient en participer. Tenir cette assurance s'est révélé beaucoup plus compliqué que de la formuler. Avec l'Iran, la solution fut logistique. Jouer les matchs, repartir le jour même, installer la base de l'équipe au Mexique. Avec l'arbitre somalien, il n'y a pas eu de solution. Avec Hakimi et le Mexique, si le scénario se concrétise, la question reviendrait aux responsables mexicains, et le poids diplomatique et politique du moment serait immense. Les supporters du Maroc, devenus l'un des groupes de fans les plus visibles et les plus passionnés de toute cette Coupe du Monde, pensent pour l'instant au football.
La ferveur qui les avait portés pendant l'épopée miraculeuse au Qatar, quand ils avaient battu l'Espagne au tir au but, éliminé le Portugal et terminé à 90 minutes d'une finale mondiale, est pleinement vivante dans ce tournoi. Ils ont rempli Foxborough, ils ont rempli le MetLife, ils sont prêts à se déplacer partout où le Maroc jouera ensuite. Il existe une autre couche dans cette histoire qui mérite qu'on s'y attarde, la mécanique politique qui entoure la FIFA elle-même, et la manière dont l'organisation a historiquement géré les moments où le sport et le droit se percutent au plus haut niveau. La FIFA n'est pas étrangère aux controverses judiciaires. En 2015, des procureurs fédéraux américains ont inculpé des dizaines de responsables de la FIFA pour racket, fraude électronique et blanchiment d'argent dans une affaire qui a secoué le monde du football. Les autorités suisses ont ouvert des enquêtes parallèles. Sepp Blatter a démissionné. Son successeur, Gianni Infantino, a passé des années à promettre réforme et transparence. Mais lorsque la Coupe du Monde 2026 est arrivée, Infantino naviguait au milieu de contradictions qu'aucun discours institutionnel ne pouvait masquer. Un format à 48 équipes conçu pour maximiser les revenus, une organisation répartie sur 3 pays générant un attrait commercial et des complications migratoires qui, avec le recul, étaient une conséquence prévisible de cette logique commerciale. La garantie standard de la FIFA aux nations participantes est que leurs joueurs, leur staff et leurs délégations officielles auront accès à tous les sites hôtes. Cette garantie figure dans les contrats d'organisation. Mais la FIFA ne contrôle pas le droit de l'immigration. Elle ne délivre pas de visa. Elle n'annule pas les décisions de sécurité aux frontières. Lorsqu'Omar Hartan a perdu son accréditation avant le tournoi, la FIFA a déclaré publiquement que les décisions migratoires relevaient des gouvernements hôtes. Lorsque la situation de l'Iran s'est aggravée, la même position a été répétée. Ce que la FIFA peut faire, c'est exercer une pression diplomatique et proposer des solutions logistiques, comme l'arrangement accordé à l'Iran qui permettait aux joueurs d'entrer le jour des matchs et les obliger à repartir le soir même. Quand cela échoue, il n'existe pas de solution propre. La situation Hakimi, si elle atteint le point où les autorités mexicaines doivent prendre une décision active, placerait la FIFA dans une position extrêmement inconfortable. Faire publiquement pression sur un gouvernement hôte pour autoriser l'entrée d'un joueur visé par de graves accusations pénales est une mauvaise option. Ne rien faire pendant qu'un capitaine de Coupe du Monde est exclu d'un match à élimination directe sur le sol mexicain en est une autre. La FIFA cultive depuis des années une image de gouvernance fondée sur des principes. Ce tournoi, plus que tout autre récemment, teste la substance réelle de cette image. Le Maroc, de son côté, représente une histoire bien plus vaste que le football. Les Lions de l'Atlas sont une convergence entre identité africaine, identité arabe et talents formés en Europe, ce qui donne à leur base de supporters une ampleur singulière. Beaucoup de leurs joueurs clés, Hakimi parmi eux, sont nés ou ont grandi en Espagne, en France, aux Pays-Bas ou en Belgique, et ont choisi consciemment de représenter le Maroc au niveau international. Ce choix, en 2026, porte une charge politique. En France, où les débats sur l'immigration et l'identité nationale se sont intensifiés depuis des années, voir un joueur marocain renvoyé devant les tribunaux français tout en menant une nation africaine comme capitaine dans un parcours de Coupe du Monde est une histoire qui résonne bien au-delà de la rubrique sportive. Les médias français ont largement couvert la décision de Versailles le 19 juin. Elle est tombée dans un environnement médiatique saturé et s'est immédiatement imposée comme l'une des histoires dominantes de la deuxième semaine du tournoi. L'équipe juridique de Hakimi a constamment maintenu son innocence et indiqué qu'elle continuerait à utiliser toutes les voies disponibles dans le cadre de la procédure judiciaire. Aucune date de procès n'a été annoncée. Il faut garder en même temps ces deux réalités sous les yeux. L'homme renvoyé devant la justice et le joueur sur le terrain, car ce contraste appartient à ces choses que seul le sport produit avec une telle intensité. Hakimi, à 27 ans, est sans doute au sommet de ses moyens athlétiques. Il a remporté le titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain, a été nommé dans l'équipe type de la saison de Ligue 1 et a porté le brassard du Maroc lors d'une campagne de qualification parfaite qui a fait de son pays la première nation africaine à décrocher sa place pour cette Coupe du Monde. Contre l'Écosse, il a couvert un volume de terrain immense, animé le flanc droit de son équipe avec vitesse et précision et disputé les 90 minutes sans laisser paraître la moindre distraction. Son entraîneur a dit qu'il était très détendu. Son langage corporel sur la pelouse allait dans le même sens.
Le prochain match contre Haïti le 24 juin pèsera lourd dans la détermination de la position finale du Maroc dans le groupe et, avec elle, du lieu de son huitième de finale, aux États-Unis ou au Mexique. Une première place dans le groupe C l'enverrait vers un match à élimination directe aux États-Unis, mettant la question migratoire en suspens. Une deuxième place l'orienterait vers Monterrey. Et si le Maroc se qualifie parmi les meilleurs troisièmes, Mexico et potentiellement l'Azteca seraient sa destination. Les calculs ne sont pas encore arrêtés. Mais l'histoire, elle, est déjà écrite dans sa forme essentielle. Un joueur que le public mexicain a appris à aimer, d'abord grâce à la demi-finale du Qatar, puis à travers ce petit moment symbolique où il a tenté de laisser un journaliste lui poser une question en espagnol avant que les protocoles de la FIFA ne l'en empêchent, se trouve désormais au centre d'une question à laquelle son sport ne peut pas répondre seul. Peut-il jouer au Mexique ? Personne n'a encore répondu. Et plus le Maroc continue de gagner, plus la question devient forte. Ce que personne ne peut prédire, c'est la manière dont les autorités mexicaines répondront si ce scénario se matérialise. Il existe des précédents de gouvernements exerçant leur pouvoir d'appréciation dans l'application des règles migratoires à des sportifs étrangers lors de grands événements internationaux. Il existe aussi des précédents où ces règles ont été appliquées sans exception. Le Mexique entretient des relations diplomatiques avec le Maroc, avec la France et avec la FIFA, et toutes pèseraient dans toute décision prise au niveau ministériel. La Coupe du Monde est un événement économique autant que sportif, et les revenus générés par l'accueil de grands matchs à élimination directe ne sont pas un détail pour une ville ou une nation hôte. Mais les règles sont les règles, et la règle telle qu'elle est écrite est claire. La Coupe du Monde 2026, déjà pleine de récits que personne n'avait scénarisés à l'avance, vient d'ajouter un fil de plus. Quoi qu'il arrive désormais, l'intersection entre sport, droit, politique migratoire et pouvoir institutionnel qui définit ce moment n'est pas un élément secondaire du tournoi. Elle devient de plus en plus le tournoi lui-même.